Bonjour, je suis avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On est en Zoom parce qu'il y a des petits problèmes de pandémie, je pense, qui recommencent. On ne prend pas de chance. Mais je pense qu'il faut s'habituer aussi à travailler. On s'est habitué dans la dernière année, mais je pense que ce n'est pas fini encore. Là. On va sûrement avoir à le refaire plusieurs fois dans les prochaines semaines, les prochains mois. Aujourd'hui, on fait un bilan de la dernière année, l'année 2021. C'est une année évidemment un peu rock'n'roll, comme on pourrait dire, pas normale. Il y a sûrement plein de dossiers là, qui sont travaillés autrement. On en parle dans quelques instants. Mais cette année-là, donc, qui s'achève, qui a surtout été marquée, je pense, par la pandémie. Mais au niveau politique, évidemment, ça a teinté tout ce que vous avez fait et au niveau du Parlement, au niveau des députés. Mais on parle, entre autres, puis je pense que ça ne faisait pas l'affaire des gens du Bloc québécois, la session était très courte. En effet, en fait, il y a plusieurs choses qui n'ont pas fait notre affaire, entre autres l'élection déclenchée à la mi-août, alors que le Parlement fonctionnait très bien et qu'il n'y avait aucune raison d'aller en élection, mis à part que le Parti libéral voulait contrôler les décisions. Résultat, on a le même Parlement qu'avant, mais on est 6 mois plus tard et les dossiers n'ont pas avancé. Et nous, ce qu'on dénonce beaucoup, c'est le délai qu'il y a eu, là, je pense que c'est 62 jours entre le jour de l'élection et le moment où on était rappelé en Chambre. Ça donne le signal d'un Parlement qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas faire avancer les dossiers. Déjà que le fédéral ne bouge pas vite, il faudrait peut-être mettre le temps qu'on peut pour le faire bouger rapidement. Donc ça, c'est clairement, c'est une insatisfaction. Mais malgré la courte session, on a quand même réussi, je pense, à faire notre marque, comme d'habitude, en étant une opposition intelligente, constructive. On arrive là, on n'est pas juste là pour chialer, on arrive là avec des solutions, on réfléchit aux enjeux, on arrive avec des propositions, puis on est là pour faire adopter des projets de loi. Un gouvernement minoritaire doit faire des compromis avec l'opposition. Et je pense qu'on peut être le partenaire le plus intéressant pour le Parti libéral là, pour faire avancer les choses. C'est sûr, on a dit l'élection, il y a eu l'élection, 60 quelques jours là, sans que vous ayez au Parlement. Mais dans l'année entière, il n'y a pas eu beaucoup j'imagine, de voyages entre Berthier, Masquinongé et Ottawa là, pour les députés. Ben quand même, parce que considérant le dossier que je gère, qui est agriculture agroalimentaire, qui est quand même un dossier important, j'ai été appelé quand même plusieurs fois à aller au Parlement, mais on n'était pas beaucoup au Parlement dans la dernière année. Là. Souvent, on était 3 sur 32, là, donc 10% des députés ou à peu près, avec toutes les précautions. On a siégé beaucoup de façon hybride comme on le fait maintenant. Je suis bien désolé de ça d'ailleurs. J'aime bien mieux aller vous voir en personne, mais ça a l'air qu'à 5000 cas par jour, on n'a pas le choix. Là. Faut qu'on donne l'exemple aussi. Fait que bon, on fait notre effort de guerre. Mais non, j'ai quand même été chanceux d'y aller assez souvent, mais clairement pas comme en temps normal. Là, la session de l'automne, on était présent de façon plus importante avant la panique du nouveau variant Omicron. Là. Les choses allaient quand même bien. Nous, on pensait même qu'on pourrait faire une session complète en présentiel, mais là, c'était sans compter l'explosion de cas. Donc, le mode virtuel sera de vigueur, je pense, encore au mois de janvier. Là. Dans le dossier de la pandémie, évidemment, on a parlé beaucoup d'achats local. Ça, à tous les domaines, on a dit, bon, ben, profitons-en peut-être pour aller encourager le voisin, le commerce au coin de la rue, dans notre municipalité, dans notre comté, tout ça. Mais au niveau local, je pense que ce que vous pensez, c'est que le gouvernement fédéral, entre autres au niveau de l'achat des masques, aurait pu être, je pense, beaucoup plus actif là, pour encourager localement, entre autres, parce que je pense qu'il y a une entreprise Absolument. même En fait, du comté. Là. oui, vous avez raison. En fait, on parle du gouvernement fédéral, mais il y a eu des problématiques à Québec également. Hein. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans, là, avec les règles de plus bas soumissionnaire. Quand on se ramasse à la Chambre des communes, on rentre à la Chambre des communes, il y a des masques en papier qui sont disponibles un peu partout. On prend ça, on ne regarde pas nécessairement toute la boîte, on apprend que ça vient de la Chine. Alors que ici,
à Louisville, il y a les entreprises Prémont qui font les masques UMasque. Ce sont les masques, dans le fond, qui ont su se démarquer. Ils ne faisaient pas de masques, eux autres, avant la pandémie. Là. Ils se sont adaptés, ils ont développé un produit révolutionnaire. Le produit avec le sourire, là, qui est visible, c'est eux autres, mais ils font aussi des masques de tissu ou des masques de papier standard. Mais c'est une très grande qualité de masque et c'est un prix très compétitif. Puis à un moment donné, il faut arrêter aussi de regarder juste le prix d'achat. J'ai ce discours-là, vous l'avez bien dit dans votre introduction, j'ai ce discours-là à longueur d'année. Donc, regardez, là, la fraise, ça vient de Californie, bien, Christy, elle a traversé le continent. Il y a une empreinte écologique à ça aussi. Puis elle va être pas mal moins bonne que ta fraise du Québec. C'est le même principe. Le masque, premièrement, la qualité est nettement supérieure. Ils sont beaucoup plus confortables. On respire très bien. Et en plus, le prix est à peu près le même. Puis là, quand on passe au transport de la Chine à ici et au contrôle des normes aussi, hein, c'est pas la première fois qu'on pose la question, est-ce que la qualité d'un produit chinois va être équivalente à la qualité d'un produit québécois? Ben, je m'excuse, j'ai rien contre les produits, contre les gens de la Chine, là, mais je pense qu'au Québec, on fait un travail de grande qualité. Puis la première responsabilité des gouvernements et des élus, c'est de donner l'exemple. Puis quand on prêche de faire de l'achat local à longueur de semaine, puis quand on se retourne d'abord et on commande des masques de Chine, c'est pas choquant, c'est révoltant. Et en ligne avec ça, la ville de Louisville, où se trouve l'entreprise, a adopté une résolution demandant au gouvernement de changer leurs habitudes. Et suite à ça, moi, j'ai voulu pousser la chose plus loin. J'ai amené ça au Parlement fédéral et dans mon parti et j'ai suggéré qu'on dépose aussi une motion unanime à la Chambre des communes. Et c'est ma collègue qui est la porte-parole au dossier approvisionnement, donc les achats du gouvernement. Vous savez qu'on fonctionne par dossier, par responsabilité. Donc, c'est elle qui a proposé la motion en Chambre et ça a été adopté. La motion, le texte, ça dit qu'à partir du mois de janvier, nous autres, les parlementaires, on s'attend à avoir des masques qui sont produits localement dans la Chambre des communes. C'est un non-sens total, là. Fait que ça va être de quoi à suivre en début d'année. Exact. C'est un dossier, c'est drôle parce que c'est pointu vu que ça touche une entreprise, entre autres, de notre comté, mais c'est quand même, ça démontre que ça pourrait être appliqué plus largement aussi dans d'autres domaines. Puis faut être cohérent dans nos discours. Puis, en tout cas, c'est quand même nos taxes et nos impôts qui achètent ces produits-là. Hein. On peut-tu demander que quand on est capable d'acheter quelque chose à côté de chez nous, on le fasse? Ouais. La réponse est simple. Dans les derniers jours aussi, il y a eu une réélection à titre de vice-président du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On a dit qu'il y avait eu beaucoup de travail dans la dernière année là-dessus, mais évidemment, la pandémie vient freiner plein de choses. Fait que de poursuivre ce travail-là, je pense que ça doit être satisfaisant pour le député de Berthier-Masquinongé. Ben absolument. Moi, vous savez que c'est un dossier que je voulais avoir déjà au départ en 2019 là, quand je l'ai obtenu. Fait que c'est sûr que je voulais le poursuivre parce qu'on a à peine commencé le travail. On s'est fait déclencher une élection après à peine 20 mois de mandat. Donc, il y a plein de dossiers qui n'étaient pas terminés. Entre autres, la loi sur la protection de la gestion de l'offre que j'avais menée de front, là, qui était pratiquement adoptée avant le déclenchement de l'élection. On va recommencer ça parce que c'est important de protéger notre mode d'occupation des terres. Il y a des enjeux très importants de main-d'œuvre. Je parle dans le cadre de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais dans tous les domaines, c'est extrêmement urgent. Les main-d'œuvre, entre autres, dans le domaine agricole, agroalimentaire, c'est beaucoup la main-d'œuvre étrangère. Il y a beaucoup de modifications urgentes à faire là-dedans. Québec, d'ailleurs, demande le rapatriement de ce programme-là. Nous, on soutient cette démarche-là. On verra là, dans les prochains mois à établir une mobilisation là-dessus pour que les choses bougent parce que, encore ce matin, là, j'étais en rencontre avec des gens de la transformation de la volaille. Là, puis actuellement, on a une pénurie importante de travailleurs pour attraper les volailles, pour les amener à l'abattoir, puis ça cause des problèmes. Puis on a besoin de ces travailleurs-là. Fait qu'à un moment donné, la paperasse, quand on demande à une entreprise de faire une étude de marché, déjà de la demander à chaque année, c'est pas logique, parce qu'on sait qu'on n'a pas de main-d'œuvre, mais de demander à chaque année pour chaque employé, c'est encore plus lourd. À un moment donné, on accumule des piles de papier autour de nous sur des bureaux, là, puis les choses n'avancent pas sur le terrain. Il y a une réforme majeure là-dedans, et c'est très important qu'on l'adopte rapidement. Sinon, en agriculture, toujours,
Évidemment, il y a l'enjeu environnemental. On parle beaucoup de protection de l'environnement. On a vu cette année les effets des changements climatiques. Dans une même région, la Colombie-Britannique, pour ne pas la nommer, on peut avoir des incendies puis des inondations. Alors, les extrêmes sont au rendez-vous. Et un secteur qui est les plus touchés, c'est l'agriculture. Et on demande à ces gens-là de faire des efforts pour réduire leur empreinte environnementale. Moi, je pense qu'au niveau étatique, on doit les soutenir davantage. Puis, il y a de l'espace pour soutenir notre production agricole parce que la production agricole est 2 fois moins soutenue au Canada qu'elle l'est aux États-Unis. Puis quand on compare avec l'Europe, c'est encore pire comme ratio. Donc, il y a de l'espace pour faire ça, puis il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire encourager les bonnes pratiques environnementales et que ces sommes-là soient à la disposition des entreprises. On dit des producteurs agricoles, mais c'est des entrepreneurs aussi. Et eux, ils sont en mesure d'innover sur le terrain. Et plus on va les encourager à innover, plus ils vont le faire parce que ce sont parmi les premiers sur la ligne qui ont avantage à ce qu'on protège notre environnement. Donc, c'est des gros enjeux, évidemment, mais on va travailler fort là-dessus. Il y a la réciprocité des normes aussi. Regardez qu'est-ce qu'on importe de l'extérieur. Est-ce que ça correspond aux mêmes normes qu'on exige à nos producteurs locaux? Ça, c'est un autre facteur aussi qui est bien important. C'est un petit peu, évidemment, tantôt, il y a un mot que vous avez dit, tout le monde le sait, le fédéral, c'est une grosse machine. Fait que faire tourner ça, c'est pas un peu décourageant? Réponse honnête, là, oui. Puis, je vous dirai pas qu'il n'y a pas des journées que je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais en même temps, je me dis, très rapidement après m'être dit ça, je me dis, mais si on n'est pas là, qui est là, est-ce que ça va être mieux? Et dans le fond, on est là pour améliorer les choses. Donc, il faut être dans la machine pour la faire bouger. On a déjà eu des résultats, là. Entre autres, pendant les premiers mois de la pandémie, on avait fait augmenter la cote des crédits de la Commission canadienne du lait, qui peut absorber des produits de longue conservation du marché pour éviter qu'on jette du lait. Mais ça, on avait fait ça très rapidement. Même si ce n'était pas assez rapidement à mon goût, on aurait pu le faire, je pense, en 1 mois et demi, on l'avait fait en 3 mois. Et quand je raconte ça à des gens, tout le monde me dit que c'est extraordinaire pour le gouvernement fédéral. Donc, il y a possibilité d'avoir des résultats. Puis, on obtient des choses. Je pense, entre autres, récemment, là, un gain, je sors de l'agriculture un peu, mais le supplément de revenu garanti, vous vous souvenez, à partir du mois d'août, on a dénoncé, nous, que des personnes âgées se sont fait couper leur supplément de revenu garanti sous prétexte qu'ils ont reçu de la PCU l'année d'avant. Mais la personne a une pension de vieillesse qui n'est pas assez élevée. Vous savez qu'on pousse encore très fort là-dessus pour que ça soit augmenté, puis on ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas. Mais déjà que la pension de vieillesse n'est pas assez élevée, la personne a le supplément de revenu garanti, c'est pas assez pour bien vivre. Fait que la personne est pompiste dans un garage. C'est un cas précis, là, vécu, que je vous dis là. La personne est pompiste dans un garage, il a perdu sa job, pas de sa faute, c'est la pandémie. Il reçoit la PCU, puis là, cette année, au mois de juillet, on lui dit, ben là, tu as trop fait de l'argent l'année passée avec la PCU, fait qu'on te coupe ton supplément de revenu garanti. Comment faire semblant d'aider le monde en allant à la TV, puis faire des beaux sourires sur son balcon, puis qu'après, par la main gauche, venir rechercher ce qu'on a donné comme soutien, puis mettre les gens dans la misère. Ça paraît encore, j'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. Je trouve tellement révoltant, là, c'est incroyable. Mais on a mis ça comme condition pour l'appui à la nouvelle loi, la loi C2, qui était les nouvelles mesures d'aide pour la COVID qu'il fallait voter dans les dernières semaines. On a dit, nous, on vote pour si vous réglez cette question-là de supplément de revenu garanti, que nous, on dénonçait au mois d'août, puis qu'on se faisait dire qu'on était en campagne électorale, puis on en parlait après, alors que les gens choisissent entre prendre leurs médicaments ou faire l'épicerie. Ça n'a pas de fichu bon sens. Une chance que je choisis mes mots, parce que je dirais d'autres mots. mais c'est capoté. Alors là, on a obtenu l'engagement formel, c'est un montant de 742 millions. Et les personnes âgées qui se sont fait couper leur supplément de revenu garanti de façon injuste devraient recevoir un chèque d'ajustement pour le mois de mai. C'est encore très long. C'est trop loin. Mais on a obtenu. Et on devrait avoir un règlement. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent nous rattacher et dire, ben finalement, si on n'était pas là, il se passait quoi? Donc, il faut y être dans cette grosse machine-là. C'est une longue réponse, là, mais elle ne bouge pas vite, mais il faut y être pour la faire bouger. C'est une grosse roue, mais évidemment, faut la faire tourner chacun comme on peut, puis avec les ressources qu'on a. Tantôt, on a parlé un petit peu d'environnement. Évidemment, c'est un dossier majeur qui est un petit peu éclipsé par la pandémie, mais quand même, malgré tout, qui revient souvent à la surface. Dans le comté de Berthier, entre autres, il y a le problème avec les berges du Saint-Laurent.
On sait qu'on vous a vu à Saint-Ignace de Loyola faire une conférence de presse. Le fleuve, c'est un élément là, qui est fédéral, qui relève du gouvernement fédéral. C'est quoi les actions que vous avez prises, puis qu'est-ce que vous voulez pousser là, pour que ça bouge à ce niveau-là? En fait, on a repris l'action qu'on faisait avant l'élection, c'est-à-dire qu'on a lancé une pétition. Et la pétition était pratiquement terminée. J'avais le droit de la déposer à la fin du mois d'août. Mais le déclenchement d'élection le 15 août a fait en sorte que la pétition n'existait plus. Comme tous nos projets de loi qui étaient en cours, comme un paquet d'affaires. Quand vous dites des fois, est-ce que c'est décourageant? La réponse est oui. Là. Mais bien dur à décourager, on a recommencé. Et on demande à toutes les personnes qui avaient signé la première pétition, c'était très important, la première pétition n'existe plus à cause de l'élection, il faut recommencer. Donc, on vous demande, très important, de re-signer de nouveau la pétition pour venir en aide à nos municipalités riveraines et à nos citoyens. Le fleuve Saint-Laurent, vous l'avez bien mentionné, c'est de juridiction fédérale. La voie maritime du Saint-Laurent, il n'y a pas personne ici qui va me faire croire que ça ne rapporte pas d'argent, ça. Tout le trafic maritime qui se passe là-dessus. Mais il y a des impacts secondaires avec la gestion du niveau des eaux et avec le passage de ces bateaux-là, c'est l'érosion des berges. Et là, on a des citoyens qui regardent leur terrain partir année après année en continuant à payer les mêmes taxes, à qui on dit, ben arrange-toi avec tes problèmes. Puis ça, on ne dit pas ça depuis hier, on dit ça depuis 1997. Je vous dis ça, puis j'ai de la misère à me croire moi-même tellement que ça fait longtemps. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est une responsabilité fédérale qui doit être assumée par le fédéral. On a des municipalités, vous avez mentionné Saint-Ignace, qui ont été priées pour faire des travaux d'urgence l'année passée pour ne pas perdre un tronçon de route. Et après ça, ben, la petite municipalité, c'est les moyens financiers, là. C'est pas illimité, là. Pour ça, pour aller récupérer des sommes pour les programmes de subvention par Québec puis par Ottawa, ah ben là, vous avez déjà fait les travaux, c'est compliqué. Un instant, là. On peut-tu prendre nos responsabilités? L'érosion des berges, là, ça relève du fédéral. Le fédéral doit mettre des sommes là-dedans. Ça prend un programme dédié de soutien. Pas nécessairement de payer 100% de la facture, mais au moins une bonne partie. Et il faut qu'on aide nos citoyens. Et pour ça, il faut faire pression. Fait que la pétition, la première étape, c'est ça. Plus on sera nombreux, plus elle aura du poids quand je pourrai la déposer à la Chambre des communes. Et la deuxième étape, ça sera de rassembler ce monde-là et de regarder ce qu'on fait pour la suite. Moi, ce que je veux faire, c'est jumeler, modeler en fait ma démarche sur celle de mon collègue Xavier Barcelou-Duval dans le coin de Verchères. Ces citoyens sont rendus avec un recours collectif qui a été, ils ont eu l'autorisation de procéder au recours collectif contre le gouvernement fédéral cet été, là. Ça fait pas très longtemps, là. Donc, je pense que c'est une piste très intéressante à suivre qui permettra aux tribunaux d'établir que, écoute, ça relève de toi. Il faut que tu payes. Et c'est là qu'on s'en va. Puis il faut que ça bouge. C'est un dossier que c'est du long terme, je suis d'accord, mais il faut que ça bouge. Puis 97, ça n'a pas de bon sens. Ça fait bien trop longtemps qu'on laisse les gens eux-mêmes. Non? Si on on arrive parle en de, 2022. Là. Si on parle de 1997, c'est qu'il y a déjà eu un programme, je pense. Absolument, c'est ça. Il y avait déjà un programme de soutien. Il y a eu des infrastructures, d'ailleurs, construites par le fédéral dans nos municipalités. Mais devinez dans quel état elles sont. Là. 2022-97, on parle de 25 ans. Là. Donc, ça fait 25 ans que ça n'a pas été entretenu. Donc, c'est dans un piteux état. Puis, il y a d'autres secteurs qui en ont besoin aussi. Il y a des travaux qui avaient été faits, mais il y a des zones qui n'avaient pas été couvertes. Et le programme a été aboli parce que ça coûtait de l'argent, puis le fédéral pense qu'il peut tout décider en haut, puis il ne va pas s'occuper de ses citoyens. Ben, nous, on pense le contraire. Donc, on veut rétablir ça, effectivement. Dans les bons coups du Bloc québécois, je pense, on a parlé des aînés, mais je pense qu'il y a aussi les travailleurs autonomes que vous êtes intervenus. Oui, absolument, parce que les travailleurs autonomes qui n'avaient plus droit à la PCU là, ont besoin, surtout dans les secteurs comme la culture, le tourisme, ça n'a pas d'allure. Puis moi, j'en connais dans d'autres secteurs aussi où les affaires n'ont pas reprise. Donc là, on a obtenu des engagements fermes qu'il y aurait quelque chose dans les nouvelles mesures pour ces gens-là. Et c'est nous qui avons exigé ça et demandé ça. Puis on a mis ça comme condition, encore une fois, à l'appui qu'on peut apporter. Quand les gens se demandent, ça sert à quoi un gouvernement minoritaire? Là, ça sert à ça. Ça sert à émettre des conditions, puis à y aller de façon constructive, puis à obtenir des gains pour les Québécoises et les Québécois. Ça, c'est notre priorité tout le temps. Tantôt, on a parlé en début, là, mais par rapport au communiqué que vous avez émis, qui est un bilan de l'année, on parle que la prochaine année sera une année tumultueuse.
Vous voulez dire quoi par tumultueux? On s'en doute un peu, là, mais... Ben, clairement, parce que vous savez qu'avant l'élection, tout le monde est beau puis fin, puis après l'élection, on voit les vraies couleurs des gens. Hein? Il y a une chanson de Félix Leclerc qui dit la veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Ben ça, c'est ça qu'on voit là présentement. Entre autres avec les gens du NPD. Pendant toute la campagne, je me suis fait répéter par les gens du NPD, inquiétez-vous pas, on respecte le Québec, on respecte les champs de compétences, la loi 21, on ne contestera pas ça. Or, qu'est-ce que le chef du NPD, M. Singh, dit depuis quelques semaines? Qu'il est prêt à ce que le NPD soit un acteur présent, très actif dans les causes en justice pour contester notre loi 21 sur la laïcité. Fait que ça, si c'est pas menteur, je me demande ce que c'est. Quand on nous dit avant qu'on va respecter les champs de compétences. Ça, moi, c'est le genre de choses qui me révoltent. Puis heureusement, on est 32 bloquistes. On est là pour tenir le fort. Puis je ne sais pas si vous avez vu les périodes de questions où M. Blanchet questionnait M. Trudeau de façon très serrée. Et là, on voit les vraies couleurs. M. Trudeau qui disait « Ah, ça relève du Québec, on ne s'en mêlera pas ». Maintenant, dit que ce n'est pas acceptable que quelqu'un perde son emploi à cause de sa religion. Et c'est important, peut-être pour les auditeurs, de faire la mise au point là-dessus. La loi 21, ce que ça dit, ça n'interdit pas à personne de pratiquer sa religion. Ce que ça dit, c'est quand tu travailles pour l'État et que tu es en situation d'autorité et que tu représentes le gouvernement, tout le monde dans la population est en droit de recevoir un service neutre et adapté à sa personne. Donc, tu ne dois pas représenter une religion quand tu offres ton service. Dans le restant de ta vie, tu fais tout ce que tu veux. Quand on parle de l'enseignante avec le voile dans la région de Gatineau, d'ailleurs, qui a été engagée après l'adoption de la loi, donc qui n'aurait pas dû même être là, et qu'elle a refusé, puis elle-même le dit, qu'elle ne voit pas ça comme un signe religieux, mais comme un geste politique. Ça dit tout, là. Le but avoué de cette démarche-là, c'était de pouvoir avoir une espèce de victime et de pouvoir un martyr, puis de pouvoir faire un exemple. Là. Et la loi au Québec, elle est correcte. Puis les Québécoises, les Québécois, on n'en veut pas de religion dans l'espace public parce qu'on l'a vécu pendant longtemps. Puis c'est pas un jugement envers aucune religion. Toutes les religions sont équivalentes et chaque personne a le droit de pratiquer sa religion. Mais quand tu représentes l'État, tu ne dois pas représenter une religion en même temps. C'est simple même. Puis ça garantit à chaque personne de recevoir un service qui est équivalent pour chaque personne, peu importe sa religion, elle a devant elle une personne qui est neutre. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Le Canada anglais semble avoir beaucoup de difficultés à comprendre cet aspect-là. On Je m'arrête parle, là-dessus, mais je pourrais en parler toute la journée. on parle évidemment, on revient à la pandémie, là, c'est le sujet. Dans votre comté, évidemment, on a des exemples souvent, on dit les gens sont résilients, sont débrouillards. Vous en avez eu sûrement sans nommer des exemples, mais juste à parler de votre comté, on traverse cette pandémie-là dans vos yeux. Comment on sont les entrepreneurs, les gens qui appellent à votre bureau? C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus démunis, mais je pense qu'il y a des belles réussites aussi, là. Bon, absolument. Mais écoutez, c'est de prendre chaque cas individuellement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, puis d'amener aussi ces témoignages-là à la Chambre des communes. Tu sais, je pense entre autres à une entreprise touristique qui avait été victime des inondations de 2019 et qui se retrouve en 2020 à ne pas avoir accès au programme d'aide parce qu'elle ne peut pas prouver que par rapport à 2019, son revenu a baissé parce qu'elle n'a pas eu en 2019 de revenus parce que les inondations avaient affecté ses installations. Ces genres de choses-là, c'est important qu'on soit là. Moi, je parle de l'exemple des cabanes à sucre aussi, qui étaient comme dans une faille, qui n'étaient pas couverts par aucun programme, et qu'au moment où on a tout fermé, en mars 2020, ces gens-là avaient déjà fait leur inventaire. Ça, c'est une belle résilience, là, la cabane à la maison, les boîtes, ainsi de suite. On a travaillé fort pour faire valoir leur cause au gouvernement fédéral. Sinon, j'ai des individus, on va chercher, on va essayer de trouver quel programme pourrait leur être adapté, parfois même les mettre en contact avec un ministère qui était chargé de s'occuper des gens qui tombaient dans les failles du système. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les failles du système.
Et heureusement que les Québécoises et les Québécois sont des gens résilients, travaillants et avec un moral d'acier parce que c'est difficile. Puis là, je vais vous avouer bien franchement que présentement, au moment où on se parle, là, à l'approche de la période des fêtes, puis que les restrictions augmentent de nouveau, on a beaucoup de sentiments de gens qui sont comme un peu désespérés. Les gens de la restauration, j'ai tellement de respect pour ces gens-là, qui se voient encore restreindre leur capacité, qui pensaient voir la lumière au bout du tunnel. C'était très important, puis je vais encore lancer le même message que tantôt, je lance un message à tout le monde. Il y a un paquet d'entreprises autour de vous qui peinent à survivre présentement, là, et qui s'en tiraient, mais qui s'en tirent avec de lourdes dettes aussi, qui ont dû s'endetter pour survivre. Avant de commander quelque chose sur Internet, là, regardez autour de vous qu'est-ce qui est disponible. Puis si ça vous coûte 10$ de plus, mais dites-vous que ce 10$-là va peut-être garder une entreprise vivante, puis qu'il y a peut-être 6-7 emplois qui sont reliés à cette entreprise-là, et qu'au bout de la ligne, c'est peut-être que votre 10$ de plus payé là vous sauve 100-200$ de l'année prochaine en prestations, puis ainsi de suite, en proportion de ce qui est préservé sur vos revenus que vous payez en impôts pour payer des prestations d'aide sociale, d'assurance chômage ou n'importe quoi d'autre. C'est à ça qu'il faut penser. Et je vous incite vraiment, vraiment fortement à essayer d'acheter le plus local possible pour aider nos entreprises. Puis quand vous avez une fringale, ben, les restaurants, la plupart là, ont un service de livraison où vous pouvez aller chercher un plat, même si les capacités sont limitées dans les salles, on fait une réservation, on fait attention, on prend les mesures. Je ne sais pas quelles seront les mesures au moment où l'entrevue sera diffusée, là, mais actuellement, on est en train de serrer la vis un peu partout. C'est important de se préoccuper des gens qui nous entourent. Puis moi, je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre, en pénurie de matières premières souvent à cause de la COVID, et en restriction à cause de la COVID, et qui tiennent le fort. Je les salue bien humblement. En terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos gens, à nos citoyens de Berthier-Masquinongé pour la prochaine année? Ben, je leur souhaite une très belle année remplie de sérénité et de joie de vivre, de savourer le moment présent. On le sait de plus en plus, hein, surtout quand là, les nouvelles restrictions arrivent alors qu'on pensait qu'on était correct pour les fêtes. C'est difficile sur le moral, mais ça nous donne le message que quand tu as quelque chose qui se passe, quand tu as une journée, quand tu as un moment précieux avec les gens que tu aimes, tu ne sais pas ça va être quand la prochaine fois. Donc, profitez du moment présent. Et on se souhaite bien sûr de venir à bout de cette fichue pandémie-là. Et le secret pour ça, ben, c'est la vaccination la plus large possible. J'invite les gens qui ne l'ont pas fait encore à le faire. Évidemment, ceux qui le peuvent, là. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, mais ceux qui le peuvent, je vous incite à le faire. C'est la clé. Et au niveau international, il va falloir qu'on commence à penser aussi à vacciner les régions du monde qui ne le sont pas, parce que les variants actuels qu'on a, ils ne viennent pas de la planète Mars, non. Ils viennent de zones qui ont moins de vaccination, qui ont permis une nouvelle mutation de variants. C'est une longue réponse. Pour reprendre votre question, moi, je vous souhaite à tous une très joyeuse année 2022 et où on pourra se faire des câlins en personne, j'espère, avant longtemps. On vous remercie d'avoir consacré du temps sur les ondes de CTRB. Je suis apprécié par nos téléspectateurs et sûrement, bon, on va avoir plein de dossiers parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot dans les prochaines semaines, les prochains mois et ça nous fera plaisir de suivre ces dossiers-là à vos côtés. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Joyeuse fête à tout le monde, à toute l'équipe. Toujours un plaisir de vous côtoyer. Au revoir. Merci.